Puis on parle de la guerre des positionnements qui serait à la base donc de la paralysie au sein donc de la République, mais la guerre des positionnements au sein des l'Union sacrée. Alors, je reçois pour vous en premier, en attendant l'arrivée d'autres chroniqueurs politiques, Monsieur Alain Samuel Chibata. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à tous les spectateurs de Héritage Télévision. Vous êtes donc analyste politique indépendant et je crois que vous faites votre premier numéro ici direct. Exactement, je suis un passeur libre, un journaliste, un analyste politique indépendant. Je suis également président de la Confédération des jeunes entrepreneurs d'Afrique. Ok. Ah ouais, ça c'est... Voilà, on va partir du constat. On attend justement que nous nous fassions rejoindre par d'autres. On va partir du constat donc de Christian Mando, qui je rappelle c'est un élu de l'opposition, de l'ensemble pour la République déjà, qui pense qu'aujourd'hui que la République est paralysée, puisque presque toutes les institutions, à l'exception de la présidence de la République, presque toutes sont observées de nouveaux animateurs, mais les élections ou leur nomination tardent à venir et il soupçonnerait une guerre des positionnements au sein de l'Union sacrée qui serait à la base de ça. Est-ce que déjà vous êtes d'accord par rapport à son constat à lui? Je voudrais épouser son point de vue. Ok. Je sais que l'excellence Christian Mando, qui est ministre d'État, ministre du plan honoraire, bien sûr, oui, qui a dit que la guerre des positionnements serait à la base de la paralysie des activités, beaucoup d'activités ici en RDC. J'épouse son point de vue parce que, pour commencer par le début, vous allez vous rappeler que les élections ont eu lieu le 20 décembre 2023, et puis le 20 ou 21 janvier, le président Félix Tshisekedi a prêté serment au stade de Martyrs. Nous étions tous au stade. Nous avons vu, en tout cas, comment il a prêté serment avec pompe devant beaucoup de personnalités venues d'autres pays, ainsi que les Congolais qui sont partis assister à cette grande cérémonie. Et après, le 7 février, si je ne m'abuse, Augustin Kabouya est nommé informateur à l'Assemblée nationale afin d'identifier formellement une coalition, bien évidemment, majoritaire en vue de la formation du gouvernement, du nouveau gouvernement de la RDC. Tout à fait. Déjà, en février, M. Kabouya a déjà commencé le travail de consultation. Il finit un mois plus tard, presque 20 jours, j'imagine, vers le 26, il dépose son rapport auprès de Fati, lui disant qu'il a fini tout ce qu'il pouvait faire, et le président lui demande de revoir les choses. Okay. Donc, c'était vers le 26, Augustin Kabouya est reconduit en tant qu'informateur. D'ajouter les détails structurants. Exactement. Okay. Et donc, Félix Tshisekedi lui demande de compléter son rapport, après l'avoir consulté, après que Augustin Kabouya ait consulté la quasi-totalité de tous les regroupements et personnalités politiques. Donc, ici, Augustin Kabouya doit compléter son rapport par certains éléments structurants, comme vous l'avez dit, qui faciliteront la conclusion d'un accord de gouvernement entre les membres de la majorité. L'Union sacrée, si on peut parler de la coalition majoritaire. Alors, Kabouya recommence encore le travail, il ajoute ce qu'il pouvait ajouter, et le 1er avril, c'est la nomination de la toute première femme, Premier ministre de la RDC, Madame Judith. Alors ici, je me pose la question de savoir, parce que déjà, Madame le Premier ministre est en train également de consulter. Tout à fait, Elle fait ce travail. Le travail que M. Kabouya a fait pendant presque 2 mois, pratiquement 1 mois et demi, Madame le Premier ministre est en train de le faire. Je me demande, qu'est-ce que Madame le Premier ministre est en train de faire que M. Kabouya, l'informateur, n'a pas fait? Parce que nous devons partir de ces éléments pour comprendre comment est-ce que le pays est paralysé selon les dires de Christian Mando, ministre honoraire de la RDC. Et aujourd'hui, je pense que la réponse à cette question, toutes les questions autour desquelles nous allons tailler bavette avec vous, seront répondues par un seul élément qui se trouve dans les dires de l'excellence Christian Mando, c'est la guerre des positionnements. Parce que cette guerre nous amène à croire que, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a une effervescence dans le chef de tous les dirigeants politiques. Chacun veut se positionner. Chacun veut que son regroupement, son parti politique soit représenté. Et ici, j'ai envie de dire que
nos politiciens, surtout les slogans qui a toujours été lancé par tout le monde, les peuples d'abord, ces slogans n'est pas respecté par nos dirigeants, ils nous parlent du peuple d'abord. Où est le peuple? Où sont les intérêts du peuple quand vous êtes en train de vous agiter pour avoir des postes au niveau, du gouvernement? Monsieur Alain Samuel, qu'est-ce que vous fustigez, puisqu'on connaît que le monde politique, c'est un monde d'ambition. Les gens ont concouru aux élections, ils ont, ce qui est vrai, ils ont aidé également à ce que M. Félix Tshisekedi prenne ses deuxièmes mandats haut la main. Exactement. Et donc, c'est en toute logique qu'ils doivent maintenant discuter sur qui doit prendre quoi, pourquoi, avec quel poids politique, tel va être ici. Parce que la première, Madame Judith Toulouka insiste sur la méritocratie. Et donc, ce n'est que normal que les jours s'allongent afin qu'on trouve les bonnes personnes à la place qu'il faut. Je commençais par vous donner la date exacte de la tenue des élections depuis le 20 décembre. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous sommes je sais pas, le quantième aujourd'hui. On est le 16 avril. Le 16 avril. Ouais. Pratiquement 5 mois. Si on peut prendre juste du 20 janvier, le président prête serment. Oui. Aujourd'hui, on est justement quelques mois. On est pratiquement dans 4 mois. Oui. Il est vrai, j'ai suivi hier le président de l'UNC, l'excellence Vital Kamerhe, quand il était consulté hier par le Premier ministre, qui dit, non écoutez, nous ne devons pas comparer le Congo au Sénégal, parce que je crois avoir posté même sur les réseaux sociaux, je disais que le Sénégal, en moins de 10 jours, le président a été élu, il a prêté serment, il a nommé le Premier ministre, et encore plus, même le gouvernement est sorti. Les amis m'ont dit, écoutez, la grandeur, la taille du Sénégal n'est pas à comparer à la RDC. C'est qui est vrai. Mais attention, si on veut, on peut. Si on veut, on peut. Moi, je me demande, qu'est-ce que le président de la République ne connaît pas de ce Congo? Parce que je sais que le président, il est mieux formé, il est mieux informé. C'est la personne la mieux informée de ce pays. Tout ce qui s'est fait dans ce pays, il a les informations à la minute même. Alors, vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce que je fustige. Ouais, c'est ça. Ce sont ces ambitions qui tendent à démontrer les intérêts mesquins de nos dirigeants. Vous avez bien dit, le Premier ministre ou la Première ministre, si vous voulez bien, est en train de bien vouloir, n'est-ce pas, tarder sur la méritocratie, ce qui est une très bonne chose. Et hier, quand je suivais également un autre président d'un mouvement politique des ADTC, le professeur Chilumbaï, qui disait aussi que nous ne devons pas condamner la Première ministre parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que tous ces dirigeants de ces regroupements politiques, ils ont été consultés par le CG Kabouya pour la première fois. Pour la deuxième fois, ils ont été reconsultés. Maintenant, ils viennent d'être reconsultés par, n'est-ce pas, Madame la Première ministre. Qu'est-ce qui bloque? Moi, je me dis, ce sont ces ambitions. Parce que vous savez, il y a beaucoup de demandes, mais peu de disponibilité. Ah, c'est vrai. Bien évidemment. Parce que chaque regroupement, quand il arrive, il pose un certain nombre de conditions à la Première ministre. Il lui dit, mais nous voulons ceci, cela. Quand on parle de consultation, on se met d'accord. Par exemple, moi je me dis, moi je suis M. Samuel, dans mon parti nous sommes avec M. Jean-Claude, mais je veux que M. Jean-Claude soit par exemple ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ainsi de suite. Et chacun amène ses ambitions et c'est à la Première ministre de gérer toutes ces ambitions. Or, déjà, en amont, M. Augustin Kabouya avait déjà réuni tous ces dirigeants autour du même table. Oui, justement. Maintenant, je me demande, et d'ailleurs, c'est qui est d'ailleurs grave, ce que Augustin Kabouya, en sa qualité du secrétaire général du parti présidentiel, avait créé une commission de gestion des ambitions. Mais ça concerne les partis. Ah oui, je suis en train d'aller dans ce sens. Pour dire, ça concernait les partis d'EPS. Bien sûr, ces ambitions, c'est pour... Quelles sont ces ambitions? Ce sont ces ambitions qui tendent n'est-ce pas, à amener tous les membres de l'UDPS qui ont les ambitions d'être ministre, directeur d'un tel... Mais oui, mais c'est non, c'est parce que, au fait, il a remarqué justement une sorte de malaise au sein du parti, puisque certains se plaignaient. Alors, il leur dit, bon, ceux qui ont l'ambition peut-être de briguer à quelques postes, ils doivent se manifester. Ça va se gérer dans le parti. Ça a des retombées sur la formation du gouvernement, bien évidemment. Ah, mais est-ce que ça, le fait que le gouvernement traîne, puisque ce n'est pas la première fois quand même que notre gouvernement traîne à sortir, d'ailleurs, elle n'est pas même encore en train de battre les records, est-ce que ça dénote une sorte de malaise au sein de l'Union sacrée? Est-ce que nous sommes en train de nous rapprocher à une sorte d'implosion de
majorité du président Félix Tshisekedi. C'est la question. Est-ce que nous nous approchons de cette implosion? Vous pensez que certains seront lésés et peuvent peut-être quitter les navires? Bien évidemment, il y a deux malaises au sein de l'Union sacrée. Comme nous le disions tantôt, tout le monde veut avoir un poste de responsabilité. Mais ici, la plaque tournante de toute cette dynamique, c'est le président de la République. C'est la matrice même de tout ce qui se passe ici aujourd'hui au Congo. Le seul qui a un dernier mot, c'est le président Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'UDPS a affaire à deux choix. Soit satisfaire la population, soit satisfaire les partisans qui ont leurs ambitions. Et aujourd'hui, en tout cas, tenez cette date d'aujourd'hui, si la gestion des ambitions n'est pas bien faite, on n'a pas bien géré les ambitions, nous risquons de voir certaines autorités soit aller vers l'opposition et pourquoi pas faire la rébellion. Il y en a qui peuvent se dire, écoutez, je n'ai pas été satisfait, ils quittent, soit ils quittent l'Union sacrée, ils font l'opposition, soit ils font la rébellion parce que nous avons eu certains députés provinciaux et ailleurs qui sont aujourd'hui dans des mouvements rebelles. Et comme pour dire, c'est maintenant les autorités qui doivent faire un travail de qualité de choix pour qu'ils arrivent, pour qu'ils satisfassent, n'est-ce pas, les besoins des uns. Donc vous pensez que c'est la solution si on n'est pas satisfait politiquement, la solution c'est de prendre la brousse pour contrer la RDC? Je n'ai pas dit forcément que c'est ça. Oui. Je suppose qu'aujourd'hui, connaissant bien nos politiciens, connaissant bien comment est-ce que nos frères et sœurs réagissent, aujourd'hui s'ils ne sont pas bien servis comme ils s'y attendaient, les uns feront l'opposition, et les autres, entre guillemets, à moins que Dieu, le Saint-Esprit les assiste, mais sinon les autres pourront même faire la rébellion parce que ils sont en train de vouloir avoir, n'est-ce pas, des postes de responsabilité au sein du gouvernement. Monsieur Samuel, vous avez parlé du Sénégal. C'est quoi? C'est notre système politique qui est obsolète, qui est biaisé. Pourquoi chez nous ça traîne? Pourquoi chez nous, en politique c'est tout? Parce que souvent les gens pensent qu'au gouvernement, on aurait dû avoir les technocrates à la place des politiques, mais souvent c'est la politique qui est partout, même dans des entreprises publiques, il n'y a que des politiques. Pourquoi est-ce qu'il y a une omniprésence de la politique dans notre politique au fait? J'ai suivi un professeur, un écrivain qui disait, dans une vidéo qui est devenue virale d'ailleurs, qui disait au Congo, nous n'avons pas d'intellectuels. C'est moi qui l'ai dit. Il disait au Congo, nous n'avons que des dissociés, des diplômés, des gradiés. Quelqu'un va se taper la poitrine, je suis 5 fois licencié, je suis 2 fois gradué, Mais concrètement, qu'est-ce que nous faisons de tous ces titres que nous avons obtenus? Est-ce que nous allons nous contribuer, notre titre contribue-t-il à la gestion orthodoxe des activités de la RDC? Vous l'avez bien dit. Quand je suis de comparer le système politique congolais, je pense que ce sont les politiques qui se servent eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ne me dites pas que dans la société civile, il n'y a pas des jeunes talentueux qui peuvent bien briller le mandat de ministre des institutions politiques ou des institutions publiques. Il y a des jeunes. Mais les jeunes qui ne savent pas par où commencer parce qu'ils n'appartiennent pas dans des partis politiques. Comme nous autres, nous sommes là, on ne sait pas où commencer parce que nous ne sommes pas dans un parti X, Y. Mais il faut adhérer. Ah non, tout le monde n'est pas prêt à être politicien, tout le monde n'est pas prêt à applaudir ou bien à être dans un parti politique. Et c'est cette façon de faire les choses qui fait qu'aujourd'hui que la notion de méritocratie est moins prise en compte parce qu'on ne sait pas à qui faire confiance. Aujourd'hui, et d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié l'attitude de Madame la Première ministre qui a donné un certain nombre de critères. Mais ça se fait toujours. Chaque Premier ministre donne toujours ses critériums. Mais c'est pas beaucoup attiré, c'est que elle dit dans ce nouveau gouvernement, les dirigeants des regroupements politiques, des partis politiques ne sont pas ministrables. Ah, donc ceux qui gèrent les partis politiques. Exactement. Et ils vont déléguer. Ok. Ils vont déléguer les responsables ou bien les gens qui trouvent qu'ils sont aptes ou qui méritent, n'est-ce pas, gérer la chose publique. De ce côté, j'ai beaucoup apprécié. Deuxièmement, elle a également demandé aux partis politiques de chercher des personnes qui méritent la méritocratie. Et la troisième chose que moi j'ai fustigé, et je continue toujours à fustiger, c'est que
bientôt se fera sur le cadre du poids politique, c'est ce que nous disions maintenant. Ok. Et donc, sur ce point-là, nous sommes mal barrés parce qu'on ne sait pas qui est apte à faire quel travail, même si on peut être dans un parti politique, on est en train d'évoluer en parti politique, mais concrètement, sur le plan éthique, sur le plan intellectuel, rien n'est fait, et ce qui fait qu'aujourd'hui, le Congo puisse connaître une dégringolade qui n'est pas son nom. Voilà, on va déjà finir avec les gouvernements. On va juste prendre notre micro pour voilà. On va finir avec les gouvernements pour parler du Parlement et bien d'autres institutions. Maintenant, on se pose la question. On attend ces gouvernements. On nous promet qu'il y aura la méritocratie. Vous avez parlé des critériums de Madame Judith Toulouka. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, elle a les épaules nécessaires de peser en fait cette charge de la République, vu les enjeux qui l'attendent? Est-ce qu'aujourd'hui, Madame Judith Toulouka sera à la place qu'il faut en fait? Moi déjà, je lui donne toutes les chances du monde. Parce que c'est une femme qui a commencé à travailler depuis longtemps. Elle a une expérience dans des institutions publiques. Elle a été également ministre du Plan. Elle a travaillé. Exactement. Elle a travaillé bien évidemment. Mais la question reste de savoir si tous les dinosaures, tous ces politiciens qui l'entourent aujourd'hui vont l'aider à mieux faire son travail. Permettez-moi le terme, passez-moi le terme, parce que aujourd'hui nos politiciens, je les considère comme les corbillards. Vous connaissez les rôles du corbillard? Le corbillard va prendre le mort, les gens qui sont décédés à la morgue, il l'amène au cimetière, ils reviennent. Ce sont ces gens-là qui ont travaillé avec Mobutu, père son âme. Ces gens l'ont accompagné. Ils ont accompagné Mobutu jusqu'à sa dernière demeure. Ils sont revenus, ils ont recommencé avec le feu Musée Laurent Désiré Kabila, toujours en train de le mentir, voilà, ainsi de suite. Aujourd'hui, ils ont travaillé avec le fils, le Raïs Joseph Kabila, et aujourd'hui, ils sont avec Félix Antoine Tshisekedi. Ce sont ces gens-là, d'ailleurs, qui nous mettent, nous les jeunes, coq en jambe, parce qu'ils ne veulent pas que la jeunesse émerge, ils ne veulent pas que la jeunesse se retrouve. Si il faut parler de la jeunesse, ce sont leurs enfants. Vous avez vu aujourd'hui, dans beaucoup de partis politiques, monsieur le journaliste, beaucoup de politiciens, s'il est candidat député national, son suppliant, c'est sa femme ou sa fille. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les politiciens sont en train de nous rendre un très mauvais service. Mais je dis, Madame la Première ministre a vraiment de la chance qu'elle soit objective. Je pense qu'elle fera un bon travail. Donc, il faut qu'elle puisse s'émanciper des dinosaures. Exactement. Parce qu'aujourd'hui... C'est qui ces dinosaures? Parce que souvent, les gens parlent de dinosaures. Qui sont-ils? Parce que tous sont sous la responsabilité. Ils ont quand même aidé le président Félix Tshisekedi à accéder à ses deuxième mandats. Les gens qui vont taxer des dinosaures, ils ne peuvent pas s'effacer facilement. S'effacer facilement, oui, ils ne peuvent pas s'effacer facilement, mais je me dis, jusqu'à quand nous devons continuer avec ce système, n'est-ce pas, d'héritage? Parce qu'aujourd'hui, les postes de responsabilité sont en grande partie donnés par rapport à nos acquaintances politiques ou sur le plan tribal, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ces vieux... Non, pas tribal, là, c'est plus les poids politiques des uns et des autres. C'est ce que je dis. Maintenant, comment quand vous parlez de considérations tribales, là, vous me perdez. Ce qui est vrai, vous perdez même les téléspectateurs. C'est plus les poids politiques. Bon, vous avez raison. Je ne saurais pas vous perdre non plus. Mais je me dis, aujourd'hui, moi, je demande à la jeunesse... que nous sommes, tout à fait, de prendre conscience du poids, de la grandeur n'est-ce pas, de ce pays, et que nous arrivions à réfléchir ensemble pour voir comment est-ce que nous pouvons gérer ce pays. Mais il y a eu les élections pour qu'on renouvelle la classe politique. Et vous êtes ne me poussez pas à dire n'importe quoi sur le plateau. Voilà, merci. On va prendre M. Josué Kazadi qui vient de nous rejoindre. Et lui, on va prendre justement, il va rapidement survoler aussi les constats de Christian Mando qui pense qu'aujourd'hui les pays est paralysé puisque les institutions ne sont pas mises en place, et lui soupçonnerait une certaine guerre des positionnements au sein de l'Union sacrée. Monsieur Josué Kazadi, bonjour. Est-ce que vous partagez en fait les constats de Christian Mando? Bonjour monsieur le journaliste, je salue aussi mon co-débatteur de ce soir ainsi que la population. Je ne salue pas la position de M. Mando. Okay. Pourquoi? Parce que M. Mando est politique. Il est un politicien. 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 Il est un politic
il connaît ce qui se passe avant toute formation du gouvernement et il connaît les contraintes que notre constitution a mises en place pour empêcher le bon fonctionnement des institutions, notamment la mise en place définitive des bureaux de à l'Assemblée nationale ainsi qu'au Sénat pour entérimer le gouvernement, chose qui n'a pas encore été faite. Donc lui, ayant fait partie déjà de ces personnes qui jadis ont joui de cette façon de diriger, aujourd'hui je ne vois pas en quoi il peut critiquer. Si il ne critique pas, il s'interroge pourquoi ça traîne. Non, ce n'est pas une interrogation, c'est une frustration politique qu'il est en train d'exprimer. Ce n'est pas quelque chose qui nous arrange tous, mais venant de lui, ça nous étonne. Non, mais c'est juste que ça traîne, ça se comprend. Aujourd'hui, on a du mal à mettre en place les bureaux définitifs à l'Assemblée nationale. Les élections du Sénat, on ne sait même pas. Bon, le calendrier sortira ou il est déjà sorti. Que ça traîne, ça peut nous arranger. Ce sont les pièges de notre constitution. Okay. Lors du premier mandat du président, nous avons attendu jusqu'à 9 mois avant d'avoir le gouvernement. Ouais. Cette fois-ci, c'est 5 mois, presque 5 mois, parce que là, d'ici là, nous allons tomber dans le mois de juin. De mai, plutôt, oui. Nous pensons croire que le gouvernement ira jusqu'au mois de mai pour être investi. Donc, ce sont des détours que notre constitution a mis en place, que nous devons aujourd'hui, en tant que classe politique, réfléchir, en tant que société civile, réfléchir pour y remédier. Là, je parle par rapport au constat. Au constat, oui. M. Christian Mando, qui est mal placé. Aujourd'hui, l'action ou la démarche de la formation du gouvernement. Voilà, monsieur Alain Samuel, vous avez parlé, vous étiez d'accord de ces constats-là, pensez que c'est les ambitions, c'est des lignes sacrées, et si on nous dit non, ce sont des tours constitutionnels. Je salue également mon co-débatteur, très content de les voir parce que je me sentais seul déjà. Oui. D'emblée, quand il dit que Christian Mando est mal placé, mais non. Il a bien dit au début, il a dit Christian Mando a géré les affaires de ce pays en tant que ministre aussi, et non seulement en tant que ministre, il a occupé des postes de responsabilité dans ce pays. Même en province, oui. Et bien évidemment, cher co-débatteur, c'est M. Kazadi, je pense. Oui, vous pensez que Christian Mando, qui est un technocrate, peut se tromper de cible? Mais non. Il a raison, soyons objectifs, cher ami. Il a raison de dire que les choses traînent parce qu'il y a des frustrations, il y a des tractations sur le plan politique, mais également il y a la guerre de positionnement. Voulez-vous me dire que tout ce temps, je l'ai dit en luminaire quand nous avons commencé l'émission, tout le temps que M. Augustin Kabouya a pris pour consulter la classe politique, c'était un temps perdu. Qu'est-ce qu'il fait dans la consultation? Les consultations, on peut les généraliser ainsi. Et aujourd'hui, Madame Judith réconsulte encore. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Vous avez suivi Vital Kamerhe qui dit... Il a donné une précision, il dit gouvernement, oui, mais il faut d'abord que le bureau définitif soit installé au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est ça la question, il parle maintenant des contraintes constitutionnelles. Mais non. Vous m'avez posé une question, malheureusement, que vous êtes en train de répondre à la question. Moi, je parlais des contraintes constitutionnelles. Aujourd'hui, Madame Judith peut mettre en place son gouvernement. Ah oui. Mais elle n'a pas raison d'être dès lors que l'Assemblée ne peut pas l'investir. Et l'Assemblée telle que constituée n'a pas qualité d'investir le gouvernement. Exactement. Et ce qui empêche à ce que l'Assemblée soit constituée, aujourd'hui, on ne va pas dire que ce sont des tractations politiques. C'est la CENI qui traîne encore jusque-là. Si la CENI pouvait anticiper les élections et qu'au plus tard mois de janvier, il termine avec toutes les échéances. Aujourd'hui, on pouvait avoir un gouvernement mis en place. Mais la CENI traîne encore. Vous pensez que les politiques se sont déjà mis d'accord sur le choix de tout le monde? Je ne dis pas que les politiques se sont déjà mis d'accord. Je dis que c'est la CENI qui oui. Parce que M. Augustin Kabouya avait à remettre ses premières conclusions auprès du chef de l'État, mais qui devait attendre les arrêts de la Cour constitutionnelle pour entérimer la décision de la CENI. Ça, ce n'est pas au niveau de politique, c'est au niveau de notre constitution. C'est pourquoi j'ai dit que les détours constitutionnels ne nous permettent pas d'avancer très vite. Voilà. Alors, on s'interrogeait aussi, et vous allez répondre pour qu'on passe à autre chose. On parlait de l'omniprésence des politiques dans la gestion en fait, des affaires publiques. Est-ce que ça ne gêne pas aujourd'hui que tout
soit remis entre les mains des politiques en République démocratique du Congo, puisque même les tractations, même si vous ne voulez pas l'admettre, c'est plus politique que technique. Nous avons tué notre pays à partir des accords de Sun City, qui a mis en place même notre constitution, qui a d'ailleurs beaucoup de faiblesses, et qui a choisi de mettre l'homme politique à la place de l'homme compétent. Aujourd'hui, même si vous voyez dans toutes les entreprises du portefeuille, c'est l'homme politique qui gère au détriment de la compétence. Et si vous regardez aujourd'hui l'état de nos entreprises du portefeuille, cela reste à désirer. Les entreprises qui émergent aujourd'hui, ce sont les entreprises du secteur privé, alors que l'État devait avoir le monopole dans beaucoup de choses. Malheureusement, l'État est en train de fragiliser ces entreprises, même de les privatiser. Pourquoi? Parce que ce sont les intérêts politiques qui priment. Moi, je pense que nous devons rentrer au bon sens, laisser les politiques gérer la chose publique et donner à ceux qui ont la compétence le management de gérer les entreprises étatiques. Voilà, monsieur Alain Samuel Tibata, qui est donc Tibata, qui est donc analyste politique, monsieur José Kazadi aussi également analyste politique. On va rester d'abord au gouvernement avant de parler autre chose. Monsieur Alain Samuel, quels sont les défis imminents, urgents, auxquels Madame Judith et son équipe devraient en principe s'y atteler en priorité en République démocratique du Congo? Nous l'avons dit, hein, j'ai beaucoup apprécié le dernier élément qu'a agencé mon co-débatteur. Le défi majeur, c'est celui de voir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Savoir qui est-ce que nous devons placer, sur quel ordre d'idées, sur quel ordre de fonctionnement, pour qu'en retour, ce que nous faisons aujourd'hui nous amène les fruits escomptés. Ça, c'est dans. Des deux, n'est pas se méfier des politiques, parce que si on s'hasarde de dire qu'elle se méfie des politiques, elle-même aura du mal à fonctionner. Parce que comme je les ai appelés dinosaures, bien que vous n'avez pas aimé le mot, mais sinon, ces vieux dinosaures ne vont pas vraiment lui laisser la main tendre. Ils vont toujours serrer les choses pour qu'ils lui mettent les crocs en jambes. Eh bien, madame doit faire un effort de se passer de tous ces politiques afin de produire un travail de qualité. Voilà un peu brièvement, hein, comment est-ce que je peux dire la chose. Monsieur José Kazadi, quels sont les défis aujourd'hui qui attendent le prochain gouvernement? Le défi, c'est le défi de compétences. Madame Judith est compétente dans ce qu'elle sait faire. Je pense qu'elle doit s'entourer de gens qui remplissent certains critères de compétences qui peuvent faire avancer ces pays. Aujourd'hui, nous avons besoin la priorité de voir restaurer l'État dans ses droits. Et il faudrait que nous ayons des hommes capables et sans ambition, des gens qui ont souci de voir se redresser l'État et qui vont y mettre leur énergie, et non pas des gens qui chercheront leur positionnement futur. Est-ce que ceux qui sont déjà dans le gouvernement sortant, déjà Michel Sama Lukonde, il y a certains qui peuvent se prévaloir les kilos des revenus? Mais non, moi je dis non. Non, parce que je me souviens... Alors, on ne fait pas la contre-campagne ou la campagne des gens, on est en train de faire juste une analyse. Non, c'était juste pour tirer. C'est un débat. C'est un débat. Il n'y a personne. À mon humble avis, c'est qu'elle-même, elle est revenue, c'est vrai. Je pense que Madame Judith va se débarrasser. Madame Judith aussi, Monsieur le Président, je parle du Président, il doit se débarrasser de tous les collaborateurs perfides. Ces gens ne l'ont pas aidé. Je vous l'ai dit. Nous ne voulons pas voir encore les voleurs dans des ministères. Il y a eu des voleurs, il y a les détourneurs. Vous savez, avec ce mandat, nous avons vu, dès qu'il y a l'UGF qui existe, il y a les détournements, nuit et jour, jour après jour, il n'y a que les rapports des détournements, des fonds. Voyez-vous? Et donc vous voulez que vous nous rameniez ces gens-là qui nous volent encore pour ce dernier mandat? Mais non, si ça dépendait de moi, j'allais demander au président de ne vraiment pas faire confiance à ses anciens collaborateurs. C'est fort, mais José Kazadi. Malheureusement, je vais vous décevoir, je commence par malheureusement, oui. Pourquoi oui? Parce que la culture congolaise est que tous les chefs des partis politiques obtiennent des postes ministériels. Et ceux qui négocient, ce sont eux. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas envoyer des gens à leur place. Et ce qui fait qu'étant donné que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, la majorité sont chefs des partis politiques, nous allons retrouver la majorité d'entre eux
au grand désarroi de notre pays, au grand désarroi de ce peuple qui attend de ce gouvernement, de ce nouveau gouvernement. Oui, vous avez un ajout? Oui, je voudrais peut-être que mon co-débatteur est venu en retard. Je vous ai donné un certain nombre de critères que Madame Judith a posés, parmi lesquels tous les dirigeants des partis politiques et regroupements politiques ne sont pas ministrables. Ça, c'est ce qu'elle dit. Bien sûr. Mais nous connaissons comment ça se passe. Non, c'est ça que je vous dis, ça c'est ce qu'elle dit. Oui. Elle va nous prêcher l'évangile du changement. Oui. Malheureusement qu'en face d'elle, déjà qu'elle ne fait pas un poids, elle-même subira les contraintes de sa famille politique et les contraintes de l'Union sacrée qui est une machine aujourd'hui poussée par certains taciques, comme vous avez dit, des dinosaures. Moi, je les appelle des prédateurs qui chercheront à tout prix à être là. Et s'ils ne sont pas là, ils partiront sans partir. Mais attendez, comment vous me donnez l'impression que c'est zéro les politiques en démocratie du Congo ont échoué? On n'a pas dit qu'ils ont échoué. Oui. Mais également, ils ont lamentablement échoué. Comment voulez-vous, aujourd'hui, je donne l'exemple du ministère de la Jeunesse ou le ministère de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, qui arrive jusqu'à fin mandat, et quand on demande un bilan concret, on ne sait pas nous le donner. Aujourd'hui, et d'ailleurs, j'allais signaler cet aspect de choses, le gouvernement est démissionnaire, mais tous ces ministres travaillent. Ils sont en train d'être payés. Ils font même des missions à l'étranger. Moi, j'en connais quelques-uns. Les affaires courantes, comme le président Quelle avait controverse. donné la mission, en fait. Mais parce que le président, par moment, je me dis, est-ce que, comme mon co-débatteur a dit, les paroles des autorités peuvent devenir les paroles d'évangile? Je ne pense pas, parce que ce qu'elles nous disent, je parle des autorités, elles ne savent pas les mettre en pratique. Et c'est qui est fort dommage pour un pays à la hauteur, à la grandeur de la RDC. Voilà. Je crois qu'on a parlé largement du gouvernement. Donc, d'après les sources faisant foi, Mme Judith Tuluka devrait poursuivre avec ses consultations jusqu'au 19 avril prochain. Et d'ailleurs, M. Josué nous a donné un détail important, même s'il y a gouvernement, elle ne sera pas entrée en matière, la Première ministre, avant que les choses s'éclaircissent du côté de l'Assemblée provinciale, non, nationale plutôt, et au Sénat. On va parler des élections, justement, au niveau des assemblées provinciales, puis surtout dans le Haut-Katanga. Il y avait déjà une crise en vue, même si elle vient d'être élaguée aujourd'hui, puisque les nouveaux bureaux d'âge viennent d'être institués, donc un bureau d'âge qui vient d'être chassé. Et c'est désormais l'honorable Komba Maka Liliane qui est donc présidente et sera suivi des deux secrétaires, dont Mawaka Songo Francine. Monsieur Josué Kazali, quel est votre regard par rapport justement au tumulte, par rapport aux tractations sur les élections au niveau des assemblées provinciales, même au niveau des gouverneurs, même si ce n'est pas encore venu, mais on sait déjà presque tous les tickets sont connus. D'abord, j'aimerais vous dire que la décentralisation a reculé des 100 ans notre pays dans tous les domaines, que ce soit sur le plan gestion. Okay. Aujourd'hui, on a réduit la gestion des provinces au marchandage. C'est comme ça que vous voyez les choses s'étirer en longueur. C'est comme ça que vous voyez les gouverneurs être invincés du jour au lendemain parce qu'ils n'ont pas satisfait aux demandes de certains têtes. La province du Katanga, parce que c'est d'elle que nous parlons, vous dites aujourd'hui géré par un bureau et un autre bureau d'âge. Moi, je parlerai de notre bureau de moyenne d'âge parce que le bureau d'âge était là, on l'a évincé parce qu'elle n'a pas respecté certains mots ou certains... justement, les mots d'ordre, parce que c'est clair de les dire. De ceux qui ont pris en otage la politique de province. Et qui prend en otage la politique d'une province prend d'emblée en otage le développement de cette province. Oui. Chose qui est faite parce que ceux qui seront élus, ils ne seront pas élus, ils ont été désignés. Et ceux qui vont, c'est ce qu'on va appeler, on appellera élection, ne sera qu'une formalité. Et parce ils ont été désignés, ils chercheront d'abord à remplir les cahiers des charges de ceux qui les ont désignés.
plutôt que de respecter les attentes de la population. C'est pourquoi j'ai dit que nous avons reculé, la décentralisation nous a fait reculer de 100 ans, parce que nous ne pouvons rien attendre de ces 5 ans que nous aurons, dès lors que ce qui sera fait et sera dicté par certaines personnes, non pas par la volonté du peuple. Aujourd'hui, la province va encore connaître un retard dans l'installation des institutions. Pourquoi? Parce qu'il y a des guerres de positionnement et il y a des guerres des statuts. Là, il y a pas, là, c'est pas constitutionnel. Là, maintenant, c'est toujours la faute à notre constitution qui a mis en place la décentralisation qui jusque-là n'a fait que reculer les pays. Monsieur Alain Samuel, les tractations retombent maintenant en province et là encore, les choses se tirent à longueur. Nous avons par exemple les cas législatifs ici chez nous. Déjà dans l'ensemble, on attend les gouverneurs et puis il y a les bureaux au niveau des assemblées provinciales, des crises, par exemple dans les Haut-Katanga, en Équateur et ailleurs. Comment vous aussi, vous avez un regard par rapport à cette situation? C'est lamentable. Vraiment regrettable parce que déjà, hier, je parlais sur une chaîne de radio, je disais qu'il y a déjà 15 députés provinciaux de la Chopo, à Kisangani, qui sont trempés dans la corruption et qui sont poursuivis par la justice. Tout à fait, c'est déjà. Et ici, dans le Haut-Katanga, j'ai fustigé une erreur stratégique et aussi communicationnelle de l'équipe du gouverneur Kiaboula. La semaine passée, nous avons vu une vidéo, nous avons visualisé une vidéo dans laquelle nous avons trouvé que le gouverneur Kiaboula, qu'entouraient les 34 députés provinciaux, était dans une réunion à l'issue de laquelle un député, honorable Loupata, a fait une déclaration comme quoi nous sommes nombreux, nous allons voter notre président de l'Assemblée provinciale, et cela a frustré les autres. Voyez-vous? Et je me dis, quand j'étais dans cette réunion, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qu'ils se sont donné? Ça, nous revenons à la question de la crise des positionnements, mais aussi la question d'éthique, la question de corruption est aussi évoquée dans ce domaine. Ce qui freine encore la chose, moi j'ai beaucoup aimé. Josué, quand il dit, l'analyse de Josué, pas aimé Josué, mais l'analyse de Josué, c'est le lapsus. Quand j'ai aimé son analyse, quand il dit que la décentralisation nous a reculé de 100 ans, oui, il a raison. Parce que imaginez aujourd'hui, M. Kiaboula, qui est candidat à sa propre succession, réunit les députés, près des 34 députés provinciaux. À l'issue de la réunion, ils font des déclarations. Il réunit les députés de sa coalition. Quelle coalition? C'est une coalition hypocrite. Bien sûr que oui. Non, et là, ce sont les billets. Vous allez répondre, vous interdisez aux politiques de se mettre ensemble pour gouverner. Mais non, monsieur le journaliste, c'est que vous êtes neutre, vous voulez défendre ce que vous voulez défendre. Moi, je me dis sur le plan, vous savez, moi je me dis, aujourd'hui nos députés ne sont pas les honorables. Excusez-moi les termes, ils deviennent les déshonorables. Parce que quand déjà, avec le cas de corruption que nous avons vu à la Chopo et partout ailleurs, on sent qu'il n'y a pas la, même nous qui avons voté, il n'y a pas la méritocratie pour ceux que nous avons délégués comme nos représentants. Aujourd'hui, le bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga est bloqué, presque. L'élection a été bloquée. C'est aujourd'hui, bien évidemment, qu'on vient nous informer qu'il y a eu un bureau d'âge qui a déchu un autre bureau d'âge. Et déjà, dans les réseaux sociaux, il y en a qui contestent, n'est-ce pas, cette pratique. Il y en a qui sont en train de contester. Nous sommes avec beaucoup de députés dans des groupes WhatsApp qui contestent, qui disent non, écoutez, cette installation n'est pas officielle. Parce que c'est le secrétariat de l'Assemblée qui a organisé tout. Et puis, on dit que le président du bureau d'âge est rappelé d'urgence à Kinshasa et il ne reconnaît pas ce qui s'est fait à Lubumbashi. Il y reviendra. Je sens toujours qu'il y aura toujours des mécontentements, ce qui va encore freiner plus le fonctionnement de la chose publique. Mais comment résoudre cette équation? Comment résoudre ce système? Parce qu'aujourd'hui, on est habitué à avoir un parti puissant, parti présidentiel. Ça se faisait même sous l'ancien régime, qui appelle les députés, qui leur donne un mot d'ordre, comme dans les cas précis, c'est M. Kiaboula, avec son ticket, c'est Martin Kazembe qui sera vice-gouverneur, et puis à l'Assemblée provinciale, on connaît déjà qui est choisi par Michel Kaboué. Michel Kaboué. Ce que vous interdisez, c'est la démarche de ces politiques-là, mais ils ont tout à fait raison de se mettre ensemble afin de se léguer et diriger la province, M. Josué.
Et la question, c'est de savoir que faire pour y remédier. Oui, tout à fait. Que faire pour y remédier? Il faut commencer par la Constitution. Moi, aujourd'hui, je pense que nous devons refaire notre Constitution. Dire refaire la Constitution, c'est notamment la question des provinces, parce que c'est une charge de plus que nous avons imposée à l'État, qui d'ailleurs n'a jamais eu le moyen de sa politique depuis l'indépendance. Aujourd'hui, on lui ajoute une charge administrative parce que le gouverneur, qui était jadis secondé uniquement par les vice-gouverneurs, aujourd'hui, il y a une pléthore de ministres. Et à part les ministres, nous avons des commissaires qui font d'office de vice-ministres. Nous avons des assemblées au niveau des provinces qui n'apportent rien à l'État. Je pense que nous devons refaire les choses, revenir, pourquoi pas l'ancien système où le président qui porte la politique nationale nomme le gouverneur et son adjoint, et ces deux ne sont redevables qu'au président de la République. Et ça ne fait pas du président un super-homme. Ça ne fait pas du président un super-homme, parce qu'on mettra des garde-fous au niveau de la Constitution et qui fera en sorte que nous ayons des institutions fortes, au lieu d'avoir aujourd'hui des individus forts, parce que ceux qui donnent des tickets, ce sont des individus aujourd'hui. Ce n'est même pas le président de la République, parce qu'il a légué les pouvoirs au niveau de chefs de partis politiques, chefs de regroupements politiques. Ce sont eux qui dictent les règles au détriment même des politiques. Parce que vous n'allez pas me dire que tous sont d'accord aujourd'hui à choisir monsieur Michel. Pas du tout. Jacques Aboula et autres. Sur le plan éthique, politique, même ces gens sont mal à l'aise, parce qu'ils sont obligés de remplir ou de servir certains maîtres au lieu de servir la population. Donc vous pensez, il faut finir 30 secondes avant de finir avec la conclusion de M. Alain Samuel, ça doit être un quinquennat de réformes. Moi, je pense que ça doit être un quinquennat des réformes, et des réformes courageuses. Voilà. Monsieur Alain Samuel, qu'est-ce qu'on fait maintenant de nos provinces? Qu'est-ce qu'on fait pour remédier, pour que nous ne puissions pas retomber dans les mêmes situations à la prochaine? Je pense que premièrement, depuis d'abord, nos politiques doivent être conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Nous devons commencer par aimer le pays, au lieu d'aimer les biens du pays. Parce qu'aujourd'hui, ce sont nos politiques qui aiment trop la geste du pays, mais au lieu d'aimer le pays. Aujourd'hui, je vous ai parlé, au début, je disais, le slogan, le peuple d'abord devient le ventre d'abord. Aujourd'hui, vous savez combien de gens sont en train de mourir à l'Est, mon ami. Vous savez, quand tout ceci traîne, alors qu'il y a des urgences qui doivent être résolues, il y a nos frères et sœurs, il y a nos sœurs qui sont violentées à l'Est, il y a nos mamans qui sont violées. Demandez-moi, je vous dirai, j'ai passé beaucoup de temps à l'Est, à Ouvira, Boutembo, Béni, Bukavu et consorts. J'ai vu comment les gens sont tués jour après jour. Et si aujourd'hui nos députés se plaisent seulement d'être corrompus, et après ils sont à l'aise de reporter les choses du jour au lendemain, qu'ils sachent que même si les gens de ces mondes ne les punissent pas, Dieu peut vous punir tout à fait. Voilà, merci à vous. On va finir par notre session carton. Allez, je vais finir avec vous. Je commence avec vous, M. Alain Samuel Tshibata. Vous êtes analyste politique. Je vous ai donné les règles du jeu. Vous avez 3 cartons. Vous en choisissez un seul et vous l'adressez à une personnalité publique ou politique. Et vous l'adressez à qui? Et de quel carton il s'agit? Je prends les cartons rouges. Les rouges. Ouais. Donc, carton rouge, je crois que ça sera illustré. Oui. Mon carton rouge s'adresse à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi. Je lui demande, Excellence, je vous demande de ne pas reprendre vos anciens collaborateurs, de ne pas accepter de reprendre des voleurs au sein de votre gouvernement. Merci. Merci à vous. Monsieur Josué Kassadi. Un carton rouge à l'ensemble de la classe politique congolaise qui s'est démarquée aujourd'hui par la mégestion, par la recherche du gain, plutôt que du bien-être de la population. Merci à vous en tout cas d'avoir bien voulu agrémenter ces moments dans Ici Direct. Monsieur Alain Samuel Tshibata, merci. Je vous en prie.
Monsieur Josué Kazali, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à vos téléspectateurs de partout. Vous nous avez suivis dans 8 minutes. Ma montre faisant foi, vous allez suivre la grande édition du journal. Il sera donc 18h à Kinshasa, 19h à Goma. Restez curieux en suivant nos programmes et au revoir.